La forme ou quoi? Bonsoir tout le monde. J'ai presque fini mon café. Presque fini mon café. Bonsoir ça Balkid, 21 mois. Putain, presque 2 ans. Merci mec. Ah, c'est bon. J'ai fini mon café. Non mais il fait -15 en arrêt Reykjavik là. On se pèle les miches. Voilà, ça caille au Roblocho. Onyx sa mère, au secours. Forcément, 9 mois, 51 mois en blocho, mais oh là 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 là. Ça nous rajeunit pas tout ça, hein. Si le jeu est très ironique, ouais. Je m'en fous, moi, de Jean-Marie Le Pen. Il avait 96 ans, arrêtez. Je veux dire, c'est bon, laissez-le tranquille, le machin. Et puis ceux qui se réjouissent de la mort de Jean-Marie Le Pen, écoutez, on se réjouira aussi peut-être certains quand ce sera Mélenchon qui passera l'arme à gauche. Hein, ce grand homme de gauche, ou François Hollande, hein, donc ouais, bien embouteillé. Ouais, attends, j'en ai une là-bas, là, je teste les différentes températures, parce que ça caille dans l'appart. J'ai embouteillé 23 litres de bière, c'est bien plus important, ça. 23 litres de bière, et j'en ai encore 40 litres à embouteiller, hein. Mais ça va encore attendre un petit peu, il y a une IPA, et une bière au clou de girofle, avec vanille, que je me garde un peu, que je vais laisser vieillir un petit peu, voilà. Bon, ouais, Warguns. On n'a pas souvent des Warguns. C'est vrai que, comme je dis souvent, les Warguns sont plus difficiles à traiter. Une arme, c'est très impersonnel. Présenter une arme, c'est pas facile. Une arme, c'est une arme, quoi. Là où un avion, un tank sont visuellement... On comprend mieux. Un fusil, c'est pas facile à présenter. Voilà. Donc là, je me suis dit, petit lance-flamme. Lance-flamme. Donc pour ceux qui ne savent pas, les lance-flammes M1, M1, M2, les dérivés jusqu'à M9, c'est les lance-flammes standards américains qui vont équiper l'armée américaine, les Marines, de 1942 jusqu'à 1970 quasiment. Donc on va parler un petit peu des lance-flammes ce soir. Il y a peut-être pas mal d'images d'Épinal sur les lance-flammes. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de ces armes, qui sont très particulières. Je vois, d'ailleurs, le chat me dit bien, des armes terrifiantes, psychologiques. Oui, certes, terriblement efficaces aussi, mais peut-être pas dans le sens où on pense. Et c'est vrai qu'on va rentrer un peu dans le détail aussi de la dangerosité de ces armes. De ces armes, aujourd'hui, techniquement, elles sont interdites. Mais, voilà, hein. La 12-7, tu penses à faire un jour? Absolument. Stéphane, merci pour tes 35 mois. Un char bien moche. Ouais, écoute, il a rendu des services, le Grant, avant l'arrivée du Sherman. Après, personne n'ira vérifier, absolument, voilà. La 12-7 sera traitée un jour. J'ai tiré la 12-7. C'était littéralement une de mes armes de prédilection, la 12-7, j'en ai beaucoup utilisé. Arme exceptionnelle, la 12-7. Toujours aussi parfaite aujourd'hui. Une arme parfaite, c'est rare les armes parfaites. La 12-7 est une arme parfaite. C'est pour ça qu'elle est là depuis plus de 100 ans. Alors, on en parle des drones dragons en Ukraine, bien sûr. Non mais, comme on dit, la convention de Genève, tout ça, écoutez, voilà, l'important c'est l'efficacité à la fin. Hein. Pas vu, pas pris, hein. Des drones en somme, bien sûr. Alors, Première Guerre mondiale. Alors, je vais pas parler du feu grégeois et tout ça, mais on va faire un petit récap d'où viennent les lance-flammes. À notre époque moderne, au XXe siècle en tout cas. Les lance-flammes sont réapparus en 1915, sous une forme plus moderne que ce qui avait existé avant. Oh François! Remonter le hors-série sur l'Africa Corps et son matériel. Putain, c'est pas facile à traiter ça, l'Africa Corps et son matériel, hein, François. Hein, François, il me faut un bouquin pour ça. Il y a tellement à dire. J'en parle souvent de l'Africa Corps quand je lis des équipements à l'Africa Corps, c'est que c'est des bandes de clodo. L'Africa Corps, littéralement, vivait de ces prises de guerre sur les Anglais. C'est pas un sujet facile à traiter, hein, l'Africa Corps. Hein. Va falloir être plus précis, comme quelqu'un qui m'avait demandé Bir Hakeim, par exemple. Ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas des sujets faciles à traiter. Je peux pas tout traiter en fait. Il y a des sujets qui sont quand même vachement difficiles des fois. Et que j'ai pas les sources non plus. Hop. Hop. Ah, le matériel tropical. Ah, c'est encore autre chose ça. Et j'y connais absolument rien là-dedans. Putain, j'aime bien les mecs qui me demandent des trucs, je suis là, putain, mais c'est rien, moi. Non, c'est rien, moi. Moi, je sais juste que certains équipements allemands, comme les BF-109E ou F, il y avait les versions Trop avec les filtres et
contre le sable et tout. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, et j'ai fini. Bon. Putain. Merci, mec. Tu as fait un truc sur Biraka, absolument. J'ai fait un hors-série War Tanks sur la bataille de Biraka. Oh là là, les mecs, faut aller voir. Donc ouais, les Allemands vont réintroduire les lance-flammes. Mais je parle souvent de l'Africa Corps. Je parle souvent de l'Africa Corps dès que je fais des équipements un peu folklore et tout ça. Ah, je pense un pas mauvais d'ailleurs. Et donc ouais, les Allemands en 1915 vont être les premiers à réintroduire un lance-flamme moderne. Vous savez, les lance-flammes sont très rustiques comme équipement. Et les Allemands vont simplement faire ce qu'avaient fait les Grecs il y a très longtemps. Hein. On va projeter les lance-flammes dans le désert, c'est efficace, bien sûr. Le problème du lance-flamme, c'est que c'est une arme de corps à corps. Oublie les shorts. Que dalle. Je vais vous montrer des photos, vous allez voir les mecs à poil, quasiment à poil en train d'opérer des lance-flammes. Des tarés, hein. Une autre époque. Hein. Donc ouais, les Allemands vont réintroduire en 1915 les lance-flammes. Généralement, c'est des équipes de 2, c'est des gros machins, les lance-flammes à l'époque. Vous avez l'opérateur derrière avec les bonbonnes, le mec avec la lance, généralement, vous avez donc tout ça est pressurisé pour avoir de la pression, pour avoir des jets qui sortent bien. Hein, faut de la pression, les mecs. Donc vous allez pressuriser avec un liquide de l'azote et compagnie, et ça va permettre du nitrogène, comme diraient les anglo-saxons, et ça va vous permettre d'avoir du jet. Donc vous projetez de l'essence. De l'essence enflammée, je vais reparler un petit peu des différents... J'avais déjà abordé, quand j'avais parlé des chars lance-flammes, j'étais déjà rentré un peu en détail, mais on va recommencer, c'est bon de répéter. Et on a les Allemands, bah, généralement, vous brûlez de l'essence. Vous brûlez de l'essence. Vous allez après, plus tard, mélanger l'essence à autre chose, parce que pour ceux qui ont déjà fait brûler de l'essence, l'essence, vous pouvez... Le problème de l'essence, c'est son manque de densité. Ça fait un nuage de flammes, bam, et ça s'arrête. Brûler de l'essence n'est pas forcément efficace, vous voulez rajouter quelque chose à l'essence pour lui donner pour essayer d'en faire un liquide. Voilà. Bientôt le napalm, absolument. On reparlera du napalm plus tard. Donc là, vous avez, regardez, ça c'est la version française. Lanceur de liquide enflammé. C'est littéralement la version française, un Flammenwerfer. Donc c'est le terme allemand, Flammenwerfer. Lanceur de flammes. Donc là, vous avez sûrement un Flammenwerfer allemand qui a été capturé avec lanceur de flammes... donc ça, c'est de la Première Guerre mondiale, mais voilà à quoi ça ressemblait. Des armes terrifiantes pour la Première Guerre mondiale. Ce sont des armes, comme je dis, ce sont des armes de courte portée. Et ce le sera toujours, d'accord. Le lance-flamme ne sert à rien dans un assaut en première ligne. C'est très situationnel l'utilisation d'un lance-flamme. Et c'est aussi très encombrant. On va parler un petit peu du poids de certains lance-flammes et tout ça. C'est très situationnel, très technique. C'est quand vous allez buter, c'est généralement quand vous allez buter sur un obstacle, une tranchée, un bunker, c'est une arme destinée à faire casser une défense. Un peu tenace. Je vais expliquer comment le feu, bah, la boue, ça brûle pas, mais il y a des effets secondaires. Le lance-flamme tue plus par ses effets secondaires que par le feu, à proprement parler. C'est l'image d'Épinal, quand on imagine un lance-flamme, bah, vous allez mourir brûlé, que dalle. Le lance-flamme tue différemment. Et donc regardez ça. Donc ça c'est souvent pris à l'entraînement. Hein. Vous avez très peu de photos de combat de la Première Guerre mondiale. Ça c'est souvent des opérateurs allemands qui s'entraînent pour la Première Guerre mondiale. Donc regardez dans les tranchées à quoi ça ressemble. Ils brûlent de l'essence. C'est de l'essence qui est projetée et allez hop. Donc vous avez un durée d'usage limitée, extrême vulnérabilité. Vous voulez pas qu'un obus de mortier ou une balle de fusil perce votre réservoir parce que vous allez avoir des vapeurs et tout là-dedans. C'est pressurisé plus vapeur. Il y a une probabilité que ça vous explose à la gueule avec toute l'essence qu'il y a dedans. Voilà. Donc ouais, autre chose, l'essence ne brûle pas facilement. Encore aujourd'hui, l'essence, le gasoil et compagnie ne brûlent pas facilement. Il est difficile parfois de mettre de l'essence à feu pour ceux qui ont déjà joué avec certains outils ou qui ont été chez les pompiers et tout ça. Les pompiers vous le diront, l'essence ne brûle pas facilement. Vous pouvez mettre une allumette dans de l'essence, l'essence ne va pas brûler. Il va falloir une forte chaleur. Donc quand vous jouez avec un lance-flamme, vous allez devoir avoir des systèmes de mise à feu. C'est les vapeurs, absolument. Les vapeurs sont bien plus dangereuses que l'essence en elle-même. Donc après, vous avez forcément le kérosène et tout ça. Vous allez avoir une densité d'explosivité par rapport à si c'est volatile ou non. Le gasoil, c'est pas du diesel. Blablabla. Mais vous allez avoir
tout ça est différent, mais vous allez avoir le but d'un lance-flamme et de mettre ça à feu au moment où vous voulez. Donc tous les lance-flammes sont équipés d'un système de mise à feu, que ça peut être électrique et compagnie, un simple briquet. Mais vous allez voir que ça va poser des problèmes aux Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans leurs premiers lance-flammes, ils vont avoir... ça va être catastrophique. Hein. Infiltrique, fais péter le sable. C'est les vapeurs d'essence qu'il faut exploser les réservoirs. Absolument. Une voiture qui brûle, c'est généralement pas l'essence, c'est les vapeurs d'essence dans le réservoir qui peuvent plus mettre le feu. Donc ouais, là vous avez les Allemands à la manœuvre. Dans la foulée, tout le monde va utiliser ces armes. Hein. On va copier les modèles allemands et on va avoir dans tous les camps, on va opérer des lance-flammes. Alors il y a la scène là de à l'Ouest, rien de nouveau, la version récente. La scène est un petit peu trop dramatique avec 30 lance-flammes alignés. Généralement, c'est des petites équipes d'assaut à qui on fait un passage dans les tranchées. Vous n'avez pas 30 lance-flammes qui arrivent sur une position, mais ça vous donne une idée. La scène est très très bien faite. Même si elle est un petit peu trop hollywoodienne, ça montre très bien l'usage des lance-flammes pendant la Première Guerre mondiale et aussi leur brutalité. Ce sont des armes terrifiantes à affronter, les lance-flammes. Mais ça vous donne une idée pour... voilà. Et là, on va basculer... Alors, les Allemands vont continuer à bosser là-dessus. Tu peux avancer l'Auto-Cheni Somuya. Alors lui, il arrivera bientôt. Hein. Hop. 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 Il arrivera bientôt celui-là. Dans les prochains mois. De ne pas avoir été là hier. Ah là là, Caris. Bah écoute, il y a la rediff qui est là. Hein. Il y a la rediff qui est là. Hein. On n'est pas pour parler de ça. Donc ouais, tout le monde, après, va plus ou moins abandonner les lance-flammes. Les Allemands, eux, vont commencer très tôt à rebosser là-dessus. Et en 1939, on aura les premiers Flammenwerfer qui sont de retour, qui sont des versions totalement allégées des versions de la Première Guerre mondiale. Vous avez vu, c'était quand même très gros et encombrant. On va essayer de miniaturiser tout ça. Et les Américains vont suivre le chemin. Les Américains connaissent les lance-flammes. Hein. En 17, les Américains sont arrivés en France. Ils ont découvert avec horreur le lance-flamme. Et tout ça a fini. Certains modèles de lance-flammes ont fini aux États-Unis. Et début 39, les Américains vont simplement prendre des lance-flammes allemands comme modèle et vont recommencer à bosser dessus, comme tout le monde. Et ils vont... Alors, à l'époque, le bureau qui gère ça, c'est le CWS, Chemical Warfare Service. Donc c'est le service des armes chimiques de guerre. Donc c'est tout ce qui gère les gaz de combat et tout ça. C'est un bureau très spécifique qui gère les lance-flammes. Donc c'est ce bureau-là, c'est vu comme une arme de guerre chimique, le lance-flamme, ce qui n'est pas faux. Et c'est ce bureau-là à qui on va confier la tâche de développer un nouveau lance-flamme. Vous comprenez que c'est une arme quand même très spécifique, très technique. Et en 1940, on va avoir les premiers prototypes américains, les E1. Ça va pas bien se passer du tout pour les premiers lance-flammes américains. Ils vont être refusés. Donc le E1 que vous voyez là, entre autres parce qu'il n'y a pas assez de pression, pas assez de contenu, trop lourd. En 2G, c'est vide. Pour faire simple, il n'y a rien qui va. Mais c'est une base de travail. Et à partir de ce modèle, ils vont commencer à bosser sur quelque chose de plus sérieux, mais au moins ils ont une base de travail. Ils ont un système avec une espèce de système à briquet à hydrogène pour allumer, ce qui deviendra la base d'allumage du M1 qui posera beaucoup de problèmes. Ils ont tous les réservoirs ensemble, ils vont commencer à séparer les réservoirs et tout, et on va avoir le deuxième prototype, le E1R1, qui va arriver en 1941. Et là, on commence à avoir ce qui va donner le futur lance-flamme M1, qui sera... ils commenceront la construction du M1 au printemps 42. Là, vous avez le E1R1, qui est la bonne base. Vous voyez là les trois réservoirs? Donc vous avez le réservoir du milieu, c'est l'azote. C'est le nitrogène, azote. C'est ce qui met tout le système sous pression. Rappelez-vous que systématiquement... Ce système est pressurisé, d'accord? Vous avez vu la vitesse à laquelle ça sort? Donc vous avez de la pression. C'est pour ça que vous ne voulez pas que ça perce. Parce que les réservoirs sont sous pression, le système et les valves sont sous pression. Et là, vous avez l'essence, un mélange de gasoil et d'huile qui se mélange.
Donc le but, si vous mettez que du gasoil, c'est que ça va juste faire du feu. Vous voulez avoir une projection de liquide enflammé, d'accord? C'est pas encore du liquide. Comprenez que ça brûle, ça fait une torche, mais c'est pas du liquide. Il faudra attendre l'introduction du napalm à partir de 43 pour avoir les premiers lance-flammes M1, puis M2 équipés de napalm. Ce que vous avez là, c'est un mélange de gasoil et d'huile mis ensemble, d'accord? Et l'huile est là pour donner de la viscosité au liquide, pour pas que ça fasse juste une brève flamme, d'accord? On veut qu'il y ait une espèce de viscosité pour projeter cette viscosité. Par exemple, les Japonais avaient aussi leur lance-flamme. Je crois que c'est les types 97 et les types 100. Ils mettaient carrément, les Japonais, du bitume. Ils mettaient du bitume avec du gasoil et ils mélangeaient ça. Vous voyez? Donc le but, c'est pas juste de projeter du gasoil. Vous voulez essayer d'avoir une viscosité et quelque chose qui fait que ça projette assez loin. Parce que si ça projette... Rappelez-vous que le but est de... Vous voulez pas être à 1 mètre du mec quand vous allez le brûler. Si vous brûlez juste de l'essence, vous n'allez pas réussir à faire ça à longue distance. Le fait d'essayer d'ajouter de la viscosité vous permet d'être de plus en plus loin. Dites-vous qu'avec l'introduction du napalm en 44, dans les M2, ils vont gagner presque 2 fois de portée. Ils vont gagner 20 mètres de portée. 20 mètres, c'est énorme quand vous êtes opérateur de lance-flamme. Donc là, voilà les E1 et R1 qui vont donner naissance au M1. Donc voilà les premiers... Quelqu'un me disait, ah oui, il faut être équipé et tout. Regardez le mec là. Donc là, ça prend la pause. Hein. Donc là, vous avez ce qui est une des premières photos du M1. D'accord? Ça, c'est la première version en série du lance-flamme américain qui va rester jusque quasiment en 1970 en service. C'est très rustique, hein, mais ça fonctionne. Donc c'est un mélange, là, à l'époque sur la première version, gasoil, huile, tout le système est mis sous pression avec la bouteille d'azote derrière. Vous verrez rarement 2 personnels, mais c'est comme un bazooka. Vous avez 2 personnels qui servent ça. Vous avez le mec qui est en charge du projecteur, et vous avez un autre qui sera toujours avec lui, qui est là pour mettre sous pression. Là, on ne voit pas, mais de l'autre côté, il y a une valve. Cette valve, vous la tournez au moment du combat. Vous ne voulez pas que votre système soit sous pression en permanence. Vous allez possiblement avoir une fuite, vous allez abîmer le système. Vous allumez le système, vous le mettez sous pression au moment où vous arrivez au combat, d'accord? Donc vous avez une valve derrière, et vous avez, avec l'opérateur principal, vous avez un opérateur secondaire, comme pour le bazooka, pour mettre les amorçages électriques, vous avez un personnel avec le servant. Donc ce sont des équipes de 2, d'accord? Et là, bah, pour le lance-flamme, c'est comme le bazooka. Voilà. D'ailleurs, je pense que ça, c'est le même personnel qui s'entraîne. Donc voilà la portée effective. C'est pas loin, c'est une arme de corps à corps, le lance-flamme. Vous devez être très très près de votre ennemi, ou de sa position, pour le savater au lance-flamme. Et dans une guerre moderne, vous voulez pas être près de l'ennemi. Hein. Voilà. Une sorte d'arme lourde d'escouade. Non, c'est une arme de support. Je vais en reparler un petit peu de comment ça fonctionnait. C'est une arme de support. Et... Donc là, vous devez être à 20 mètres. Pour que le lance-flamme, vous arriviez à le rentabiliser, il faut être à 20 mètres de l'ennemi. Ou de la position dans laquelle il se planque. Et 20 mètres, c'est pas beaucoup. Hein. 20 mètres. Hein. 20 mètres, vous voyez le mec à côté. Hein. Donc vous allez... c'est un système, le M1, qui n'est pas fiable, qui a énormément de problèmes, qui est de façon organique extrêmement difficile à utiliser au combat. Et les Américains vont en prendre à la dure. Mais c'est un système d'armes incroyable. Mais comme souvent, va falloir apprendre à l'utiliser d'abord. Et il va y avoir des drames avec les premiers lance-flammes. Hop là. Ça, c'est pris à Bougainville en 44. Donc, on est déjà 1 an après l'introduction. Le système à vide fait près de plus de 20 kilos. Donc, rappelez-vous que le mec n'a pas d'arme. Hein. Et 30 kilos à charge. 30 kilos, hein. À trimballer dans la jungle. Ou dans le Pacifique. Vous avez déjà essayé de courir avec 30 kilos sur le dos? Moi, je l'ai fait. C'est épuisant. Et au combat, pouf. Donc, vous comprenez que ça devient une charge considérable pour un squad au combat d'avoir une équipe de lance-flammes. Parce que les mecs, ils vont pas pouvoir suivre le rythme de l'attaque. Faut les porter les 30 kilos. Vous perdez en bouche à feu. Parce que le mec n'a pas de fusil. Et vous devez vous trimballer le machin avec vous. C'est... Voilà. Hein
Donc 30 kilos. D'accord? Ça immobilise 2 personnels. Au pire, le mec, le servant, l'assistant, vous lui filez un flingue. Mais c'est déjà une énorme contrainte logistique d'amener un lance-flamme dans un squad d'attaque. Et c'est vrai que là, vous pouvez voir la photo dans le marécage. Le mec se trimballe avec son lance-flamme sûrement chargé, 30 kilos. Sachant qu'il va devoir aller à 20 mètres de l'ennemi. Vous commencez à comprendre le sale boulot de merde que c'est de se trimballer un lance-flamme. Hein? Si le mec maîtrise bien l'engin, s'il maîtrise bien l'engin, c'est un boulot incroyablement technique d'être opérateur de lance-flamme. Je vais expliquer un peu pourquoi. Donc forcément, vous pouvez vous en douter, le but de ces lance-flammes va être... Ça va avec la doctrine américaine de l'offensive à partir de 43. Ils vont tester les premiers à Guadalcanal. Mais au fur et à mesure que les Américains vont passer à l'attaque, donc là vous avez vu juste avant, c'était à Bougainville en Nouvelle-Guinée et tout ça, en Nouvelle-Bretagne, pardon. Les Américains vont comment... Bah en fait, c'est taillé pour l'offensive. C'est une arme offensive. Je dis des bêtises parce que plus tard au Vietnam, ils vont l'utiliser à la défensive, les lance-flammes, mais ça on en reparlera. Mais là, dans la guerre du Pacifique, ça va parfaitement aller avec la doctrine américaine de l'attaque. Et les Japonais, les Japonais font quoi? Ils s'enterrent. Ils s'enterrent, on met des fortifications. Et le lance-flamme est taillé pour la guerre du Pacifique. Avec un terrain très compartimenté, de la jungle, avec un ennemi retranché. Le lance-flamme, un peu par accident peut-être, va ils enverront des lance-flammes en Europe. Ils feront rien. Parce que le terrain n'est pas assez compartimenté. Ça sert à rien dans la guerre de mouvement. C'est logistiquement très lourd à avoir en permanence avec soi. A contrario, avec dans la guerre du Pacifique, qui est une guerre de retranchement, une guerre de petite offensive, une guerre très humaine, le lance-flamme d'un coup va prendre toute sa valeur. On retrouve un peu les aspects de la Première Guerre mondiale. On est dans une guerre statique. Une guerre statique de tranchées et de fortifications. Le lance-flamme prend toute sa valeur, à condition d'être capable de bien l'utiliser. Regardez à quelle distance il est prêt là. Regardez à quel... Il est devant le bunker qu'il est en train de cramer. Et les Américains vont apprendre à la dure. En fait, ils vont tirer très vite les conclusions à Guadalcanal. Ils vont donner à certaines équipes des lance-flammes, donc à des groupes de combat. Des groupes de combat de Marines vont avoir des lance-flammes, d'autres pas. Et ils vont se rendre compte que les groupes de combat avec des lance-flammes, simplement progressent mieux et attaquent mieux. Donc on va commencer, doctrinalement parlant, à filer des lance-flammes à tout le monde. Et les Américains vont commencer à utiliser les lance-flammes au combat de façon organique, en faisant tout autour d'eux. Les lance-flammes deviennent un peu au centre du dispositif. Quand j'avais traité de la MG42, je vous avais dit qu'en 44-45, les Allemands faisaient tout autour de la MG42. Vous aviez une MG42 dans le squad de combat, et toute façon organique se faisait autour de la MG42. Les Américains, à partir de 44, vont tout faire autour du lance-flamme. Alors que c'est une arme qui arrive un peu de nulle part, parce que le lance-flamme est l'arme ultime pour déloger les Japonais, qui sont fortifiés, là où il n'y a rien d'autre pour les déloger. Ah, et personne ne veut rentrer dans les bunkers, baïonnette au canon, sûrement pas. Les lance-flammes sont une arme parfaite, adaptée au style de combat que les Japonais apportent, tout simplement. Ça, c'est pris à Kwajalein. Pris à Kwajalein. La photo, elle est incroyable. L'opérateur lance-flamme, il est juste à droite, tout au bout à droite. Et ça vous donne un peu une idée du terrain. En février 44. Donc là, on est sur les débuts de l'offensive américaine. Très intéressant. Vous noterez que les mecs sont tous baïonnettes au canon. La doctrine, elle est simple chez les Marines à partir de 44. On s'articule autour du lance-flamme. Deux lance-flammes, on fait bosser deux lance-flammes ensemble. Parce que quand vous êtes opérateur de lance-flamme, vous voyez jamais où vous tirez à cause de la fumée et des flammes. Vous ne voyez pas où vous tirez. Donc vous avez un autre lance-flamme à côté de vous. Vous verrez souvent sur les photos. Deux lance-flammes à pas grand-chose près, à 10 mètres de distance. Et chaque lance-flamme couvre l'autre. Et chacun leur tour, ils envoient des jets. Et tout le squad d'infanterie, le but d'un groupe de Marines, équipé avec du lance-flamme, c'est de protéger l'approche, de sécuriser l'approche des lance-flammes. Rappelez-vous que les lance-flammes, pour être efficaces, doivent approcher à 20-30 mètres. C'est-à-dire que vous allez devoir sécuriser l'approche. Le problème, c'est que les Japonais ont une fâcheuse tendance à chercher le corps à corps, à chercher le combat rapproché, et vous verrez sur toutes les photos, les Américains sont baïonnettes au canon. Baïonnettes au canon parce que le terrain permet la proximité. Et vous verrez même des mecs en armes de poing, plutôt qu'en carabine, ou en garande, parce que les armes de poing sont plus pratiques à très très courte portée. Donc vous verrez parfois des mecs qui escortent les lance-flammes avec des armes de poing. Et là sur les photos, vous voyez que les mecs sont baïonnettes au canon. Vous savez, en Europe, les baïonnettes au canon, on n'en voit pas souvent des mecs baïonnettes au canon en Europe.
Là, sur ce terrain ultra compartimenté où on est obligé d'aller chercher l'ennemi à quelques mètres de distance, rien ne dit que l'ennemi va pas tenter de sortir pour balancer une grenade ou alors se jeter sur vous parce qu'il est en train de cramer. Et vous verrez systématiquement les mecs avec les baïonnettes au canon. Et donc le but des Marines est de permettre de déjà, identifier les bunkers, identifier les positions retranchées, ne surtout pas les attaquer, et ensuite forcer les Japonais à se planquer dans leur bunker, puis amener les lance-flammes. Et de protéger les lance-flammes sur leur approche. Une guerre très barbare, absolument. La guerre dans le Pacifique est d'une brutalité absolument sans nom. Et vous savez que là, les photos le montrent très très bien. Regardez, ça c'est pris sûrement peut-être à Okinawa. Je pense que c'est un M2 ou un M1 qu'il a. Ah, ça ressemble à un M2. Ça pourrait être à Okinawa en 45. Regardez ce que je vous disais. Là, vous avez deux mecs, les deux opérateurs côte à côte, et chacun a un angle différent pour voir où ils tirent en fait. Vous voyez, ils communiquent entre eux en même temps, et ils sont à deux en train de cramer la même position. Et ils se relaient chacun leur tour pour pouvoir voir ce que fait l'autre. T'arrêtes, je tire, hop, et comme ça, ça permet de faire un tir parfait. Si vous avez un seul opérateur, il verra pas où il tire. Donc là, ça permet d'avoir un tir continu. Et voilà, mais voilà comment ça bosse. Donc là, on s'en rend pas compte, mais tout autour, ils sont protégés par un squad de combat. Un lance-flamme n'est jamais seul. Déjà, il y a son opérateur avec lui. Les mecs sont pas seuls, ils sont à deux par lance-flamme. Donc là, ils sont 4. Et en plus de ça, ils sont protégés par tout un squad de combat de Marines qui sont seulement baïonnettes au canon, à juste surveiller autour qu'il n'y ait pas un japonais qui sort d'un tunnel lié à ce bunker-là. Généralement, les tunnels sont jamais seuls, on creuse tous les dispositifs de tunnel et tout ça. Donc ils sont pas isolés, ils sont au milieu d'un dispositif. Donc là, vous avez les M1, M1, peut-être M1, je saurais pas dire, qui sont en action. Ça ressemble à des M2 en tout cas. Les bonbonnes sont-elles blindées ou du moins renforcées? Ça change pas grand-chose. À bout portant, une balle de fusil de 7,92, elle va passer à travers n'importe quel petit blindage. Pareil pour grenades, mortiers et tout ça. Oubliez vos idées de blindage, les mecs. Vous blindez pas contre certains calibres. Et entre autres ça. Donc oui, c'est construit solidement. C'est construit solidement. Mais le machin fait déjà 30 kilos. Tu peux pas mettre 10 cm d'acier, quoi. À un moment, le machin est déjà super lourd. Le but reste d'avoir un système allégé capable d'être porté par un seul homme. Si tu commences à tout blinder, ton machin il va faire 80 kg. Voilà. Ça fait beaucoup de bruit. Avec la pressurisation et l'azote, ça fait un bruit de sifflement. Quand ça tire un lance-flamme, ça siffle. Et vous avez énormément de photos. Regardez. Pareil, le lance-flamme en tête, vous avez toutes les équipes derrière. Donc là, les mecs sont en train de cramer des retranchements. On voit jamais de gens qui brûlent, d'accord? Il y a une raison à cela. Je vous disais que on a l'image d'Épinal que les lance-flammes brûlent parce que bah ça carbonise. Hein? Vous, moi, les soldats japonais n'étaient pas assez cons pour se jeter dans les flammes. Hein? Le feu, ça brûle. Et l'eau, ça mouille, comme disaient Charlie et Lulu. Ben, personne ne se jette dans les flammes. Le lance-flamme, à 90%, tue par les effets secondaires. Est-ce que le chat sait quels sont les effets secondaires d'un lance-flamme? Manque d'air, asphyxie, absolument. Asphyxie. L'asphyxie est la première cause de la mort. Asphyxie, monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, les mecs. C'était même dangereux pour les opérateurs. Le monoxyde de carbone est très vilain comme gaz, le monoxyde de carbone, parce que vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de mourir d'asphyxie. Et la plupart du temps, on continue à brûler. Donc vous voyez souvent les mecs qui tirent. Regardez la photo d'avant. Les mecs tirent. Ils s'en foutent qu'il y ait des soldats ou pas. Ils savent qu'il y a des soldats là-dedans. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent juste pour brûler tout l'air. Brûler tout l'air, faire du monoxyde de carbone et asphyxier les mecs dans le poste, augmenter la chaleur. Vous allez mourir simplement de chaleur à l'intérieur. Donc là, les mecs, le but n'est pas de brûler les soldats, parce que les soldats sont pas assez cons pour se jeter dans les flammes. Le but est de les asphyxier. Et de les tuer directement par les effets secondaires du feu. Voilà. Donc le lance-flamme tue par asphyxie. C'est pour ça que vous les voyez là s'acharner sur la position. Le but n'est pas de tuer... Il n'y a personne d'assez con pour se jeter dans un lance-flamme. Hein. Vous préférez vous rendre, mais là,
c'est une position fortifiée. Et dans le doute, on le fait aussi. Position fortifiée, allez hop, on brûle ça. Et après, on balance des grenades dedans, puis on verra. En gros, les mecs, c'est soit asphyxier, soit se faire cuire le cul. Absolument. S'ils n'ont pas la possibilité de se barrer, les mecs vont crever d'asphyxie. Et on commence, en 44-45, ils se rendent compte que la plupart du temps, les soldats japonais meurent d'asphyxie. Et entre autres, d'intoxication au monoxyde de carbone. Voilà. C'est ce qui tue le plus avec un lance-flamme. Donc ça contredit un peu l'image qu'on peut en avoir. Mais c'est une arme parfaite. Parce que, même sans être en contact du lance-flamme, c'est les effets secondaires qui sont le plus dangereux, en fait. Hop là, donc là, pareil, on voit bien à quel point c'est une arme de courte portée. Hein. C'est une arme... Vous êtes seul hein, quand vous utilisez ça. Vous avez beau avoir un squad de combat, vous n'êtes pas à l'abri qu'un mec vienne vous jeter une grenade et que ça vous perce votre machin. Il y a des vapeurs d'essence là-dedans. Hein. Les vapeurs, elles vont faire boum. Hein. Vous allez d'abord dépressuriser brutalement un des réservoirs. Il y a des vapeurs qui vont sortir pour un peu qui fasse trop chaud ou quoi que ce soit. Ça peut faire boum. Hein. Opérateur de lance-flamme, une des raisons que les Marines, que le squad de Marines protège autant l'opérateur, c'est que dès Guadalcanal, les Japonais ont appris à tirer dessus. La première chose que les Japonais ont appris avec les lance-flammes, c'est à quel point les opérateurs de lance-flammes étaient vulnérables lors de la façon dont ils étaient utilisés. Les Marines ont appris à la dure à amener le lance-flamme en position de tir. Donc pour ça, protéger le terrain, attendre que tout soit sécurisé pour amener le lance-flamme. Voilà. Et vous pouvez voir parfois tout ça se déplace en groupe. Donc selon des groupes d'assaut, vous allez avoir des groupes spécialisés dans la neutralisation à plusieurs. Là, vous avez 4 lance-flammes avec leurs opérateurs. On est peut-être à... Le sable est peut-être pas assez noir pour que ce soit Iwo Jima. Mais ça pourrait très bien être peut-être Iwo Jima. Le sable n'est pas forcément noir partout. Mais ça pourrait être complètement à Iwo Jima, ce type de photo. Et là, vous voyez un peu... Ce sont des gros engins. Hein. Quand ils sont chargés, 30 kg, il faut les trimballer, hein, les 30 kg. Hein. Avec tout le reste de l'équipement et tout ça qui va avec. Hein. Voilà. Cramons tout le monde. Il y avait des lance-flammes le 6 juin. Ils se sont rendus compte que c'était absolument pas adapté. En fait, les chars lance-flammes. Les chars lance-flammes sont bien plus pratiques que les soldats. Les soldats lance-flammes, c'est risqué. Hein. A contrario, c'est une photo d'où? Ça s'appelle Google. Tu connais Google? J'ai déjà dit, c'est une photo d'où? Potentiellement, ça pourrait être Iwo Jima. C'est fin de guerre. Iwo Jima, Okinawa. Je pencherais pour Iwo Jima, peut-être, vu le terrain. Mais pas sûr à 100%. Ça, c'est pris à Okinawa. Regardez encore la photo, elle est incroyable. À droite, vous avez le mec. Vous avez son escorte, baïonnette au canon. Il y a encore un autre mec devant, baïonnette au canon sûrement. Vous avez 2 mecs, baïonnette au canon, qui protègent l'opérateur de lance-flamme. Et à gauche, vous en avez un, soit c'est, je pense, vu qu'il est derrière, que c'est le mec, c'est l'opérateur. Donc c'est pas l'opérateur, c'est l'assistant de l'opérateur. Donc qui est là pour jouer avec les manettes de pressurisation. Et là... ça vous montre, j'aime beaucoup la photo parce que vous voyez un petit peu comment on protège l'opérateur. Le mec est à ses gardes du corps en fait. Ils sont protégés. Ils sont protégés et vous avez que les flingues sont toujours tournées dans la direction de où ça crache les flammes. Vous savez jamais ce qu'il peut sortir. Mec complètement taré qui sort, grenade. À l'époque on a très peur des Japonais et de leur capacité à mourir comme des tarés. Et on préfère d'abord tirer et après poser des questions. Hein. Voilà. Donc là, vous avez... et regardez comment il tire près. Il est à quelques mètres. Plus vous vous approchez, plus c'est efficace. Donc les opérateurs de lance-flammes, on va apprendre à aller à quelques mètres de la cible. On va aller cramer l'entrée directement. Bam! 20 mètres, c'est déjà loin. Si vous êtes à 5 mètres, c'est mieux. Et si vous êtes carrément à l'entrée, c'est encore mieux. Là, vous avez les mecs qui sont... Du coup, un tir dans le bidon tue toute la squad. Non, absolument pas. Déjà, va y avoir une... Alors, tout ça est pressurisé. Imaginons qu'un des bidons perce. Vous allez avoir une dépressurisation brutale du système. Donc vous allez avoir un jet blanc d'azote avec des vapeurs d'essence qui va partir. C'est pas sûr que ce jet explose. D'accord? C'est pas sûr que ce jet explose. Peut-être ça peut exploser.
Par exemple, s'il y a eu une perforation par un obus de mortier, de grenade ou même une balle de fusil, il est possible que quand ça va passer, la balle de fusil va simplement mettre le feu. Ou peut-être pas. C'est une probabilité. Mais il va y avoir une dépressurisation brutale qui peut être extrêmement dangereuse. Et il y a une probabilité, un jet de dés que ça explose. Ou pas. Et généralement, ça va faire une boule de feu. Les vapeurs d'essence, alors ça va pas faire une gigantesque explosion, d'accord? Ça va faire une boule de feu. Une petite boule de feu autour de l'opérateur. Et si c'est juste de la vapeur, c'est bon. Mais s'il reste du liquide, ça va brûler. Et le mec va cramer. Une boule de feu de vapeur, ça va, s'il n'y a pas quelque chose pour continuer la réaction de combustion, ça va s'arrêter. Ça va faire bam bam. S'il y a encore du liquide, le liquide va s'enflammer. Et là, le mec va... Bah là, le mec, il cuit. Quelle mort joyeuse. Vous lui mettez une balle à l'opérateur. Vous lui mettez une balle, hein. C'est ce qu'il y a de plus sympa à faire. Hein. Vous lui mettez une balle, hein. 9 mm et bam, hein. Finito. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. C'est les risques. C'est les risques. L'intrascende peut foutre le feu, absolument. C'est à ça que je pensais, entre autres. Une balle inflammable peut totalement foutre le feu, à provoquer une dépressurisation brutale et en même temps mettre le feu. Hop là. Donc voilà à quoi ça ressemble le M1. Donc vous avez vraiment, vous voyez les 3 réservoirs. Est-ce que vous voyez la... Est-ce qu'on a la molette là? Non, on la voit pas bien. Donc vous avez sur le M1, au niveau de la lance, vous avez une bonbonne d'hydrogène. Oui. Ah les mecs, ça suffit pas d'avoir de l'essence et de l'azote. On vous met aussi une bonbonne d'hydrogène dont le but va être de déclencher l'allumage du combustible. D'accord? Donc vous avez une bonbonne d'hydrogène aussi sur la lance. L'hydrogène avec l'étincelle. Donc vous allez allumer avec un briquet. C'est un briquet à l'hydrogène. Vous allez utiliser un briquet à l'hydrogène pour déclencher l'allumage du liquide, donc du mélange de gasoil et d'huile. Et les Américains, avec ces premiers modèles de M1, puis M1A1, quand ils vont mettre du napalm dans les bidons, n'arriveront jamais à résoudre les problèmes de fiabilité de ce système. Ils comprennent pas parce que en laboratoire et en test, tout fonctionne nickel. Dans le feu du combat, dans les tropiques, les lance-flammes les lâchent dans les pires moments. Les mecs, simplement, ça marche plus. C'est-à-dire que l'allumage est cassé et ne veut pas redémarrer. Et le système n'est simplement pas fiable. Et ce sera une des tares qui n'arriveront jamais à résoudre du M1 et du M1A1 après. Au point que sur le M2, ils passeront tout en électrique, en allumage électrique. D'ailleurs, les Allemands eux-mêmes étaient aussi en allumage électrique. Donc là, vous avez la première version avec la bonbonne d'hydrogène qui devait allumer à cause de l'humidité. Pas forcément. Ils ont pensé ça au début et ils se sont rendus compte que même dans certaines conditions, ils pensent que ça peut être aussi dû simplement au combat. Le fait de déplacer brutalement, souvent les opérateurs se jetaient par terre pour allumer, que ça endommageait peut-être aussi certains trucs avec l'hydrogène et le système d'allumage. Ils se sont rendus compte que leur système n'était pas fiable, simplement. Et ils n'ont jamais vraiment réussi à le résoudre. Donc ils sont partis après plus tard sur un allumage pression atmosphérique. Peut-être aussi. Ils n'ont jamais réussi à vraiment identifier à 100% la cause du problème. Et ils ont décidé de tout allumer. Et ils sont partis entièrement sur de l'électrique à partir du M2. Voilà. Donc là, vous avez vraiment le M1. Regardez, vous la voyez, la bonbonne... La bonbonne d'hydrogène qui vient s'emboîter là-dedans. Là, vous avez la bouteille d'azote au milieu. Donc vous voyez, il faut mettre sous pression. Quand vous êtes au combat, vous attendez le dernier moment pour mettre les gaz. Donc il y a d'abord la bonbonne d'azote à mettre sous pression. Et en bas, vous avez aussi tout un système pour mettre le bas du système, les rallonges et tout, sous pression. D'accord? Donc ça, c'est le rôle de l'opérateur. Vous comprenez que le mec avec la lance, il peut pas trop se tourner comme ça et... Attendez, je mets sous pression. Voilà la raison de pourquoi ils sont deux. C'est que lance-flamme allemand est plus fiable, PP. Le lance-flamme allemand, et j'en parlerai un autre jour, ils sont encore différents, les lance-flammes allemands. Les lance-flammes américains, sur beaucoup d'aspects, sont plus modernes que les Allemands, mais les Allemands ont de l'allumage électrique, par exemple. Et les lance-flammes allemands fonctionnent mieux sur certains aspects, mais le lance-flamme américain, surtout le M2, sont beaucoup plus modernes.
que les lance-flammes allemands. Surtout en termes de ce qu'ils mettent dedans. Et voilà à quoi ça ressemble un M1. Donc c'est quand même des gros bébés, hein. C'est des gros bébés. Ou c'est obsolète? Bah écoute, en Ukraine, on voit des chiens drones équipés de lance-flammes. On voit des drones lance-flammes. Voilà. Tu vas parler du savon? Pas encore. Le savon est très anglais, hein. Les Américains utilisent du napalm plutôt qu'autre chose. Hop là. Et voilà le M2. Donc le M2 est une amélioration du M1. Les ingénieurs du Chemical Warfare Service vont recevoir les critiques dès 1943, printemps 44, des troupes au combat du M1, qui hurlent des problèmes d'allumage avec la bonbonne d'hydrogène. Ils se plaignent aussi du poids, de certains problèmes autour de la corrosion de certains systèmes. Et les mecs de ce bureau vont faire le M2. Vous noterez que là, sur le M2, c'est souvent celui-là qui est plus connu. Et celui-là va rester en service pendant la guerre du Vietnam. Vous avez plus de cartouches d'hydrogène. On s'est débarrassé de ce système qui déjà alourdissait tant la logistique et en plus ne fonctionnait pas bien. Et on a ce joujou là qui va rentrer en service à partir de 1944, qui va remplacer les M1 peu à peu. C'est pour ça que sur la plupart des photos que je vous ai mis là, vous avez généralement des M2. Parce que c'est des photos qui datent de 44-45. Dès que les marines sont plus débarrassés des M1, qui étaient problématiques avec l'allumage, ils les ont remplacés par des M2. Hop là, regardez, ça c'est un M2. Pris à Iwo Jima, sans aucun doute la photo. Hop là, magnifique. Donc là on voit bien le M2. Est-ce que vous voyez la valve? Je vous avais dit qu'il y avait une valve derrière. Vous la voyez la valve là? Je la mets au milieu de l'écran. Ça, c'est encore la valve qui va mettre tout le bas du système sous pression. Il faut que tout soit sous pression, vous voyez? Donc voilà, donc vous avez une valve derrière pour l'azote, une valve en bas pour mettre le système sous pression. Et vous attendez le dernier moment pour les mettre sous pression. Ah, souvenir de Call of Duty World at War. Ça nous rajeunit plus à ça. Hein. Oh! Je stream! C'est beau en plus, hein? Si vous pouviez voir, il y a un énorme feu d'artifice et c'est juste mon voisin d'en face qui fait péter un énorme feu d'artifice dans la rue. En Islande, il n'y a aucune législation sur les feux d'artifice. Il n'y a qu'en France où vous êtes très con avec ça. Le mec fait un énorme feu d'artifice pour tout le quartier, au milieu de la rue. Je vois le pas de tir, hein. Le pas de tir, c'est devant chez lui, c'est sur le trottoir. Je crois qu'il a fini. Ah non. Et c'est beau, hein. Je regarde là, je vois de ma fenêtre, hein. Je suis en plein dans l'axe des explosions, hein. Attendez, est-ce que vous pouvez voir? Non, il faudrait que je change la caméra et tout ça, fait chier. Pas mal. Distance, c'est tellement plat, je suis sur une colline, mec, hein, c'est pas plat, hein. Il pèse combien de kilos, le M1? Le M1 à vide fait 20 kilos, pleine charge, entre 30 et 35 kilos. Le M1, il est lourd. Et le M2 aussi, d'ailleurs, hein. Ça sera le poids modèle des standards, hein, 30 kilos, d'accord? Là, pareil, photo incroyable, regardez le mec. Donc ça, c'est encore un M2, sûrement pris en 45. Il allume sa pipe. J'aime beaucoup le mec qui allume sa pipe alors qu'il a un lance-flamme. Vous avez jamais vu la photo du sapeur allemand qui allume sa clope avec son lance-flamme? Avec l'allumeur de son lance-flamme? Vous avez jamais vu la photo de l'opérateur allemand totalement crevé qui allume sa clope avec donc le système d'allumage de son lance-flamme? Photo incroyable. Pour l'odeur des cadavres, bien sûr. Et surtout à Okinawa, où à un moment à Okinawa, il y avait des cadavres absolument partout. L'odeur était absolument terrible. Tu peux même te mettre les boules de tabac dans le nez pour l'odeur. Donc ouais, là vous avez opérateur qui a l'air bien claqué. Okinawa a été sûrement la plus terrible bataille de la guerre du Pacifique. Hop là. D'ailleurs, pour l'anecdote, dès 43 et 44, dès que les lance-flammes M1 vont arriver, on va se dire comment est-ce qu'on peut les foutre sur des tanks.
on va déjà avoir l'idée de faire des tanks lance-flammes. Il n'y a pas de tank lance-flammes à l'époque. D'accord? Donc on va prendre 2 M1, on va les mettre ensemble avec le projecteur, et on va foutre ça sur des Stuart. Regardez, ça c'est à Bougainville. C'est les premiers tanks lance-flammes amateurs, bricolés, avec du M1. Vous noterez que sur le tank, ils ont mis des bouts de pistes. Les pistes préfabriquées, vous voyez? Ça, c'est des morceaux de pistes préfabriquées qu'il y a. C'est pas des Schurzon. Dans le port des mitrailleuses. Une des raisons qu'ils ont... Alors, ils ont souvent essayé de les coupler. Regardez. Là, vous avez la mitrailleuse et vous avez aussi le projecteur. Je vous ai dit qu'il y avait des problèmes d'allumage. Donc, quel est le meilleur moyen pour être sûr que ça s'allume? Pour être sûr que votre lance-flamme... Pour être sûr que le lance-flamme, il n'y ait pas une panne intempestive, tu l'allumes à la MG, absolument. Là, les mecs, ils tirent à la traçante, en même temps qu'il y a le projecteur. Comme ça, ils allument le lance-flamme en tirant à la mitrailleuse, dans les jets enflammés. Comme ça, ils se débarrassent de tout le système d'allumage avec l'hydrogène, et possiblement les problèmes, vu qu'on est sur des M1, vous vous débarrassez de ce problème simplement en couplant ça. Mais ça, c'est du bricolage maison, vous voyez. Donc matez-moi un petit peu les premiers Stuart. On est bien loin de ce qui deviendra les crocodiles, et après même les Sherman lance-flammes. Donc là, c'est vraiment du bricolage à Bougainville où ils ont commencé à se dire, tiens, et il faut comprendre que c'était tellement dangereux, opérateurs de lance-flammes, que les tanks lance-flammes vont remplacer les opérateurs, peu à peu. En Normandie, les opérateurs lance-flammes sont incroyablement rares parce qu'on a des crocodiles. On a des crocodiles qui font un boulot incroyable d'aller simplement au carton, utiliser le lance-flammes. Voilà. D'ailleurs, là, regardez, c'est pris en Angleterre. On peut aussi tirer à l'horizontale. Vous noterez que ça, c'est des M2. Moi, je peux vous dire ça au G. Ça, c'est du napalm. Je vais essayer de vous expliquer un peu la différence. Le napalm va être inventé en 1942. Et donc, rappelez-vous qu'avant, il projette un mélange d'essence et d'huile, et vous mettez le feu à ça. Vous voyez? Regardez là. C'est beaucoup plus liquide. C'est un jet, un petit jet qui part. Un jet liquide, le napalm est liquide. Là, il est quand même mélangé avec de l'essence. Mais c'est liquide. Là où avant, c'était pas liquide. C'était vraiment un feu. Ça arrive en feu. Là, c'est un liquide enflammé qui arrive sur zone. Et ça va totalement changer l'utilisation des lance-flammes, puisque ça va multiplier la portée par 2 des lance-flammes. Voilà. Et là, comme je dis, ils vont en amener pas mal pour le débarquement. Au final, ils vont jamais les utiliser. Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et ils ont des tanks lance-flammes qui sont beaucoup plus efficaces et moins dangereux pour les opérateurs. Voilà. Donc ils vont commencer, là, l'introduction du napalm va être important pour... attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une photo de ce que je pense et du... Non. Je vais remonter. Vous voyez? Ça, je pense même que c'est déjà du napalm, ça. Je pense que c'est du napalm. On voit la façon dont ça part. Le jet très très concentré. Ça ressemble à du napalm. Ça c'est pas du napalm, par exemple. Ça, je suspecte que c'est un M1. C'est un M1. Et... je vais vous montrer au Vietnam. Vous allez mieux comprendre. Le napalm est très concentré et puissant. Absolument. C'est un liquide. C'est un liquide en feu. C'est très... En fait, imaginez du feu grégeois sous pression. Le napalm est sûrement ce qui se rapproche le plus du feu grégeois des Byzantins. On va aller au Vietnam et je vais vous montrer un bateau de patrouille. Regardez. Ça, c'est un bateau de patrouille avec un projecteur à napalm. Et il balance du napalm. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de dispersion comme sur les lance-flammes M1 où ça part un peu dans tous les sens. Vous avez vu? C'est un jet liquide très fin qui part sur une zone. Souvent, on assimile le napalm à des explosions. Pas du tout. Le napalm, ça peut exploser si vous le mettez dans une bombe. Mais vous allez là le mettre, vous pouvez le projeter, et ça va faire un jet liquide enflammé qui va continuer à brûler, qui va rentrer partout. Et ça va continuer à brûler, et ça va foutre le feu. C'est terrible le napalm. Et donc là, on va commencer à mettre ça dans les lance-flammes. M2, donc M1 à main, on va modifier le M1, parce qu'on change un petit peu tout, faut pas les mêmes pressions. Donc dans les M1, les M1, on va les transformer en M1A1, et les M2 sont faits pour tirer du napalm. Donc on va à partir de 43-44, on va plus avoir que du napalm
dans les lance-flammes américains. Voilà. Donc toutes les photos qu'on a à Iwo Jima et tout, les mecs, ils ont une bonbonne de napalm dans le dos. Hein. C'est même plus de... Il y a de l'essence. Ouais, c'est absolument. C'est ce qu'on appelle napalm, vulgairement, c'est chimique. Hein. On mélange deux trucs chimiques et c'est une réaction chimique. Une vraie abomination, hein, mais terriblement efficace. Donc là, vous pouvez voir que c'est du napalm. Un peu comme au Vietnam, on retrouve ce jet extrêmement fin. Un lance-flamme allemand. Les Allemands, par exemple, n'utilisaient pas de liquide pour rendre ça très... comment on dit vésiceux, non, mais... voilà, les Allemands, eux, balançaient juste de l'essence. Vous voyez, c'était un des problèmes des Allemands, c'est que leur lance-flamme était merdique. C'était juste bon à... Visqueux, merci. Vous voulez avoir un liquide un peu visqueux, vous voyez, à projeter. Visqueux, et vous le balancez sous pression. Ça fait un jet comme ça. Les Allemands ne feront jamais ça. Les Anglais partiront sur une autre voie technologique avec des dérivés de savon et tout ça, dans les crocodiles. Et les Allemands, eux, avaient des lance-flammes un peu merdiques. Parce que tout marchait que à courte portée. Ils n'étaient pas capables d'avoir ce jet enflammé à très longue distance. Voilà. Comment on éteint du napalm? Tu pisses dessus. Ça, c'est pris en Corée. Donc, la Seconde Guerre mondiale va montrer que les lance-flammes sont extrêmement efficaces dans certains types de terrains. Et en Corée, on va avoir des lance-flammes M2. Ça, c'est pris le 5 mai 1951. Et c'est encore les Marines, première division de Marines, qui est au combat. Et là, ils crament une baraque. Ils crament une baraque pour éviter que des sympathisants communistes reprennent la baraque. Donc, on brûle tout. Donc là, vous avez simplement un Marines en train de cramer une baraque au lance-flamme. Donc c'est encore du lance-flamme M2. C'est le même modèle. Mais bon, la guerre de Corée... Par rapport aux 20 mètres... Ouais, le jet concentré... L'introduction du napalm va quasiment doubler. On va passer de 20 mètres à 40 mètres en termes d'efficacité. Ce qui est énorme, hein. Quand vous êtes opérateur de lance-flamme, 20 mètres ou 40 mètres, c'est beaucoup, hein. Mais il faut quand même toujours s'approcher près. Mais... c'est énorme. L'introduction du napalm dans ce genre de système d'armes. Tout comme dans les chars lance-flammes et tout ça. D'ailleurs, même en Corée, les lance-flammes sont rares. On préfère faire confiance, regardez. Vous voyez le napalm encore? Le jet enflammé qui part. Donc là, vous avez un Sherman lance-flamme. Donc on préfère risquer un tank. C'est bien plus safe d'être dans le tank que envoyer un mec. Forcément. Donc ouais, vous allez... c'est vraiment une époque où les chars lance-flammes sont devenus quand même assez communs. Mais ça existe encore. Et malgré le fait que les chars lance-flammes continuent d'être de plus en plus présents par rapport au personnel, on va jamais s'arrêter de développer ça. Et au Vietnam, le Vietnam, d'un coup ça rappelle la guerre du Pacifique. La jungle, un ennemi retranché, sur un terrain extrêmement compartimenté, on va avoir le retour des lance-flammes. On va reprendre les M2 et on va les remodifier. Regardez, c'est pas une lance à incendie qu'il a là. C'est un M9, modèle M9. Et on va avoir le retour des lance-flammes au Vietnam. Où on va les utiliser à l'attaque, à la défense. Avant, je vous ai dit que le lance-flamme était une arme offensive. Au Vietnam, on va commencer à foutre ça en défense de base. Et on va repousser des attaques nord-vietnamiennes à coups de lance-flamme. On crame les mecs au lance-flamme. Donc c'est du napalm, hein. Le napalm et le Vietnam, ça va ensemble. Hop là. Via un drone en Ukraine, j'ai demandé tout à l'heure. Oui, oui, on a déjà vu des drones dragons qui balancent... qui sont des drones lance-flammes en Ukraine, absolument. Donc ouais, les drones en Ukraine... les drones au Vietnam vont être utilisés. Donc preuve que le système, malgré sa dangerosité, n'est pas obsolète. C'est juste très situationnel sur certains types de terrains. Là où les tanks ne peuvent pas aller, vous allez amener des soldats lance-flammes. Quand un ennemi est retranché sur un terrain compartimenté, inaccessible aux tanks, les lance-flammes reviennent en action. Et les lance-flammes sont une arme terrifiante. Vraiment terrifiante. C'est pas de la thermite, si, c'est de la thermite. Mais ça reste... On va considérer ça comme du lance-flamme. Mais c'est de la thermite, ouais. Pareil, regardez. Les photos un peu mytho. Et vous retrouvez derrière, sur ces lance-flammes M9, vous retrouvez la même disposition de bidon. Vous voyez?
c'est un cousin, c'est une variante tardive du M2. Et on va les retrouver au Vietnam. On a même encore des M2 au Vietnam. Alors les M8 et M9 vont arriver à partir des années 60. Et les M2 vont être retirés du service. Mais on a du mal à croire qu'on... Enfin, c'est pas commun de voir les photos de lance-flammes au Vietnam. Il n'y en a pas beaucoup. Et voilà ce que ça donne en termes de chiffres. Donc là, vous avez le M... Donc il n'y a même pas le M1. Ce qu'ils appellent le M1A1, c'est la première fois qu'ils ont mis du napalm dans les lance-flammes, d'accord? Et vous pouvez voir le poids et la portée. Vous avez le M8 et le M9 qui est encore le dernier successeur. Et le dernier, vous pouvez voir que la portée... ah bah la portée, c'est pas brillant, hein. 43 mètres, alors là, ils mettent la portée maximale. La portée maximale n'est absolument pas la portée effective, d'accord? Portée effective, il faut se rapprocher le plus possible. Et forcément, plus vous allez être prêt, plus vous allez être efficace pour développer de la chaleur. Et le développement de chaleur va faire que vous allez brûler des choses et potentiellement tuer les mecs par intoxication, asphyxie, monoxyde de carbone, ou alors simplement la chaleur va les tuer. Donc ouais, on va avoir on va utiliser des lance-flammes jusqu'à la guerre du Vietnam. Ce qui est assez fou, hein. Voilà. Le dos en bouillie, ah ouais, porté en tant que soldat d'infanterie en terrain tropical, se porter 30 ou 40 kilos d'équipement comme ça, c'est terrible, hein. Voilà. Avec un opérateur lance-flamme, le groupe revient à sa base, il y a des bonbonnes venant le recharger. Bonne question. Je suppose que oui. Je suppose que oui, que ça se recharge aussi peut-être facilement. Tu sais, en soi, t'as juste... C'est très facile à recharger, hein. Une fois que tout est vide, que t'as cramé tout, tu dépressurises le système, tu recharges les bouteilles d'azote. L'azote, c'est incroyablement facile, l'azote, à recharger. Et tu re-remplis à l'essence. Techniquement, tu peux même faire ça sur le terrain. Avec un petit compresseur de merde. Avec un compresseur, tu peux faire ça sur le terrain sans problème. Tant que t'as l'azote et l'azote, c'est l'air, hein. L'atmosphère, c'est 90% d'azote, je crois. Et tant que t'as l'essence, forcément. Il te faut l'essence ou le napalm. Voilà. On a encore des chars lance-flammes Non, techniquement, tout ce qui est lance-flamme est interdit d'emploi. Techniquement. Mais le fait d'être interdit d'emploi ne veut pas dire que vous en avez pas dans les armureries et que vos personnels ne savent pas l'utiliser. Hein, c'est interdit d'emploi. C'est pas dit qu'on ne doit pas stocker et savoir utiliser au cas où. Hein. C'est juste interdit de l'employer. Eh, vous imaginez même pas l'hypocrisie autour de certains textes d'usage d'emploi des armes. Vous imaginez même pas à quel point tout est sujet à interprétation. 70% d'azote, ok. Il y en a au 3ème RPI-BA, bien sûr. Les bombes thermiques, les TOS, c'est encore autre chose. Donc ouais, voilà pour les lance-flammes. Donc c'est toute cette génération, ça commence avec le M1. M1 en 1941, le M1 qui va être mis en production printemps 42. Puis après, on va avoir l'introduction à partir de 44 du phosphore, du napalm. Donc le M1A1. Mais comme ils ont des gros problèmes de logistique et de technique autour de l'allumage avec les M1 et M1, ils vont basculer sur les M2. Puis après, les M2 vont faire toute la guerre de Corée, parce que c'est un très bon système qui résout pas mal de problèmes du M1. Et après, on va avoir les M8 et M9 pendant la guerre du Vietnam, qui eux résolvent tous les problèmes en fait du M2 aussi. Voilà. Le phosphore blanc, c'est une belle saloperie. Ouais, mais c'est très pratique. Les Russes ont eu des lance-flammes, les Allemands ont eu des lance-flammes, les Japonais ont eu des lance-flammes. Tout le monde quasiment a utilisé des lance-flammes pendant la guerre. Comme je dis, c'est très pratique les lance-flammes. Mais les Américains vont sûrement ceux qui vont le plus en utiliser parce que dans le Pacifique, ça va parfaitement avec leur type de guerre. Donc ils vont développer toute une doctrine opérationnelle autour de l'emploi des lance-flammes au combat. Et c'est pour ça que vous voyez toutes ces photos en 45 où les mecs sont protégés par des squads de combat et tout ça. C'est très intéressant. Voilà. Pourquoi mettre des lance-flammes alors que c'est inutile? J'ai dû louper la question. Continue comme ça, écoute, on continue à s'amuser. Hein.
horriblement magnifiques dans le concept. Les lance-flammes sont des armes terribles. Mais si elles sont bien utilisées... Mais elles sont situationnelles. Par exemple, le combat urbain, j'en ai pas parlé parce que j'ai beaucoup parlé des Américains dans le Pacifique. Mais en combat urbain, le lance-flamme, dès que vous êtes sur un terrain compartimenté, avec un ennemi retranché, le lance-flamme devient sûrement une des armes ultimes de combat. En combat urbain, le lance-flamme, donc chez les Allemands, c'était les sapeurs qui utilisaient les armes lance-flammes. Les sapeurs en combat urbain utilisaient les lance-flammes. Et c'est des armes absolument terrifiantes en combat urbain. Donc ouais, voilà pour ceux qui connaissaient pas, mais comme je dis, c'est pas facile de faire des warguns sur des systèmes d'armes, donc je parle un petit peu de tout, de doctrine. Est-ce qu'un jour la liste des warguns sera ouverte? Non, je fais du cas par cas. Je prends vraiment des armes très spécifiques, dont je peux parler pas mal, en parlant de doctrine autour, en termes d'emploi. Comme je dis, c'est pas facile à trop traiter comme sujet. Les warguns comparés à des avions et des tanks, même des bateaux. Hein. Les bateaux, je sais pas trop comment faire non plus. Je suis pas très très bon là-dedans. Donc ouais, les warguns, genre, je vais essayer d'en faire un peu plus. Un de temps en temps, vous voyez. Le phosphore, c'est plausible. Est-ce que c'est vraiment une arme à proprement parler, le phosphore? Oui, mais c'est plus un produit chimique que tu utilises comme une arme plus qu'un système. Voilà. Absolument, il y a eu les soviétiques ont beaucoup eu de chars lance-flammes, hein, tout simplement. Hein. Tu pourrais faire sur les porte-avions. Putain, mais j'ai déjà traité de l'aéronavale japonaise. J'ai déjà traité de l'aéronavale japonaise et c'était eux les plus balèzes jusqu'en 42. Wargun sur les mines, c'est trop large encore. Il y a beaucoup de choses à dire sur les mines, hein. Les U-boats, j'ai déjà traité d'un U-boat, je crois. Je crois que j'ai traité des types 7 ou des types 9, hein, je crois. Le prochain Wargun, bonne question. Le Semovente. Tiens, on pourrait peut-être le faire la semaine prochaine, ton Semovente. Rappelle-moi le nom de ton Semovente, c'est quel numéro que tu veux? Regarde, là j'ai la liste ouverte, je vais l'écrire parce que tu me fais chier avec ton Semovente depuis longtemps. « 40. Hop. Hop. Voilà. On le fera peut-être la semaine prochaine, ton Semovente 40, tiens. Comme ça, t'arrêteras de me casser les couilles. Voilà. Sur les munitions anti-tank, vous vous rendez compte les mecs, les munitions anti-tank, on finit par parler de diagrammes, de types de perforation avec des anneaux de différentes couleurs. Les électrobots! Figure-toi que j'ai déjà traité des électrobots et des U-boats type 21. Va voir dans les vieux... une idée pour être plutôt technique, je suis plus technique. War Battle, le problème de War Battle, c'est que c'est beaucoup de boulot. Il faut montrer des cartes, il faudrait faire bouger les cartes. Moi, j'en commande Tic. Allez voir ce que fait Tic. Si vous parlez pas anglais, bah allez apprendre. Tic fait sûrement la perfection en termes de War Battle sur YouTube aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'il fait. Super bien documenté, sourcé. Et j'aurais jamais la prétention de faire ce qu'il fait en fait. J'ai pas le niveau, ni le temps, ni la patience. Sur la mine Claymore. Ouais, mais on va pas commencer à faire des trucs super modernes et tout, quoi. TIC, TIK. Là, il vient de faire la bataille juste avant El Alamein. 1h30. Qu'est-ce que c'est bon, putain. Oh là là. Il a fait toute la bataille de Stalingrad. Ça l'a mis en burn-out et en dépression, le machin. Et c'est sûrement ce qu'on a de plus complet sur la bataille de Stalingrad aujourd'hui, en termes de contenu. Que ce soit livre et vidéo. C'est totalement incroyable. Les fusils anti-char, ça pourrait être intéressant. Les fusils anti-char seraient en effet un sujet intéressant à traiter dans leur généralité. Très bonne idée, ça. Très bonne idée. Sur le MP40, ouais, MP40, MP38, Tic History, voilà. Mais les fusils anti-char sont une très bonne idée, montrer des boys, parce qu'on a utilisé des fusils anti-char très tardivement. Les PTRS et compagnie, bien sûr. Très intéressant comme sujet. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Demain, j'ai pas envie de streamer ce soir. Je stream déjà ce soir, là. Demain, on est quel jour? Demain, je ferai un peu de Dune en début de journée. Il y a un qui sera là en soirée pour du Factorio. Minute géopolitique jeudi, je sais pas sur quoi. Age of Empires 2 en soirée. Alors, putain, ils font chier. Starship a été décalé
à samedi matin. Donc la minute spatiale, ce sera le vol de Starship samedi matin. Sûrement vol pour midi et quelques. Voilà. Donc ça va être énorme. Et peut-être même que je vais me lever pour la New Glenn. Vous savez quoi, vendredi matin, 6h du mat, je serai en live pour la New Glenn peut-être. On va voir. La MX-13, on le fera la MX-13. C'est un véhicule que j'aime bien en plus. J'ai tiré sur des AMX-13 sur les champs de tir. À la courtine, il y avait des vieux AMX-13. On les pulvérisait à coup de Carl Gustave. Bam! Pauvre bête. J'arrive quand ça se termine. Oh, t'inquiète, je mets la rediff sur YouTube. Si ça passe, parce que je sens que les lance-flammes et le feu, YouTube ne va pas aimer du tout. Je vais devoir demander la review, une review manuelle. J'en ai peur. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête.